de fonctionnement sur une collectivité comme les nôtres. Pourquoi? Quand vous allez construire une patinoire, si vous décidez de construire cette patinoire, est-ce que vous la construisez pour 1000 habitants ou est-ce que vous la construisez pour 10 000 habitants non résidentiels, c'est-à-dire des vacanciers? Vous avez la réponse et vous le savez. Et ça, c'est le même cas dans l'intégralité des services dont on a besoin pour fonctionner, que ce soit les services de transport, que ce soit les services de garde d'enfants, que ce soit les services qui permettent à une collectivité de faire fonctionner celle-ci et justement d'obtenir cette indépendance et son fonctionnement au sein d'une activité touristique. Le vrai problème que l'on a aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, c'est d'essayer de faire comprendre cela au niveau national. C'est pas très facile, c'est un petit peu compliqué. Et pourquoi le fonds de péréquation, on ne pourra pas revenir dessus, c'est ce qui consiste à prendre de l'argent aux communes riches pour les donner aux communes moins riches. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est votre voisin, la Savoie. À l'origine, il y avait 313 communes. Sur les 313 communes, il y avait 313 communes qui payaient le fonds de péréquation. Cherchez pas, c'est comme ça. Y compris une des communes avec lesquelles on a fusionné, qui s'appelle Valzan, qui avait 180 habitants et un budget annuel de 450 000 euros. S'ils sont considérés comme riches, moi j'ai un vrai problème. Parce qu'une commune qui était considérée comme ayant droit et qui n'était pas considérée comme une commune nantie, Montpellier, Marseille. Alors nous, notre petite commune de 180 âmes, ils payaient pour que Montpellier vive mieux. Ça s'est ressenti dans leur budget, je pense. Donc on est bien d'accord. À un moment, il y a une incohérence avec la loi NOTRe, avec ce qui a été mis en place. Et pour pallier à tout ça, ça veut dire qu'il faut travailler collectivement les sujets, qu'il faut trouver ensemble des possibilités de mieux vivre sur nos territoires, de mieux gérer nos territoires de montagne. Je rappelle à titre indicatif que la France a fait le choix depuis de nombreuses années, et principalement avec le plan neige, de vivre du tourisme, de vivre des vacances et des vacanciers. Si on n'a pas les infrastructures adéquates, si on n'a pas la mobilité sur le territoire qui est recherchée par les vacanciers nationaux et internationaux, on est condamné. Et petit à petit, si on n'est pas attractif, on va perdre des recettes. Et ces recettes, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les plans neige à l'origine, ils ont été conçus dans les années 50 et 60 pour permettre aux habitants permanents de continuer à vivre sur les territoires pour éviter de faire des grosses agglomérations et des territoires ruraux absents de toute vie. Ça, c'est la base de tout et il faut toujours le mettre en avant. Donc si on veut travailler sereinement et avoir un avenir qui soit posé, il faut commencer à discuter et s'entendre. Le principe des intercommunalités, parce qu'on mélange souvent l'intercommunalité et les communes nouvelles, c'est le millefeuille français. Ça, vous le connaissez. Vous avez un État, vous avez des régions, vous avez des départements, vous avez des intercommunalités ou des communautés d'agglomération et vous avez des collectivités locales, des communes. Fort heureusement, on ne peut pas toucher aux communes. C'est dans la Constitution et on s'est rendu compte il y a quelques années en arrière qu'on ne pouvait pas toucher aux départements. Sinon, croyez-moi, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de départements en France. Il faut qu'on repense notre façon d'agir et de développer un territoire. Qu'est-ce qu'un élu? Un élu, c'est rien d'autre qu'un représentant du peuple élu par le peuple et pour le peuple. On est des gestionnaires des biens qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à la collectivité, à l'ensemble des habitants permanents, à l'ensemble des personnes qui ont choisi aussi d'habiter sur un territoire ou d'avoir une résidence secondaire sur ce territoire. D'ailleurs, à ce titre, il y a une petite chose qui est très importante et qui n'est pas toujours bien perçue, malheureusement, par les propriétaires que vous êtes en partie. Occupez vos biens. Prêtez-les à vos amis, prêtez-les à vos familles, prêtez-les à des gens que vous connaissez, louez-les et vous participerez activement au développement économique de votre village ou de votre station. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez qu'un commerçant puisse s'en sortir, il faut qu'il ait de la fréquentation et des possibilités de travailler. C'est la base de tout commerce. Les stations de sport d'hiver, donc la montagne,
n'est pas la seule à avoir des grosses difficultés. Le littoral a exactement les mêmes problèmes. L'inoccupation des résidences secondaires est une véritable catastrophe économique. Mais la loi sur la propriété privée protège de toute possibilité de taxes complémentaires ou d'envie, si vous voulez posséder votre bien sans jamais l'occuper, et bien de donner quelque chose à la collectivité et à l'ensemble des collectivités ou des communes qui la composent pour fonctionner avec les services. Mais revenons-en aux fusions de communes, puisque c'est vraiment le sujet qui nous anime ce soir, et le sujet que je connais un petit peu, puisque je l'ai vécu pendant 6 ans. La première des choses, il a fallu faire comprendre, donc aux élus, bien entendu, qu'il fallait changer le modèle économique, parce que autour de nous, tout est en train de changer. Vous l'avez vu, ne serait-ce que la consommation, aujourd'hui des vacances, c'est fini, partir 15 jours, 3 semaines à la neige, 15 jours, 3 semaines en été. Les gens aujourd'hui partent beaucoup plus fréquemment, avec des possibilités diverses. Ils n'ont plus envie de rester 3 semaines au même endroit, ils veulent rester 2, 3 jours et vouloir bouger, aller dans d'autres stations, aller voir autre chose. C'est comme ça, on ne pourra pas le changer, il faut l'accepter. On a aussi un deuxième problème, c'est qu'on n'est plus forcément très attractif à la jeunesse. Aujourd'hui, ils préfèrent taper sur leur smartphone, être sur leur ordinateur, parce qu'on n'a pas su, nous, développer la montagne, ce qui les faisait rêver, ce qui les faisait vivre, et ce qui nous a permis de trouver notre bonheur en allant skier, en allant randonner, en allant nous promener, tout simplement en étant contemplatif des merveilles qui nous entourent. Donc, il faut vraiment que l'on se pose des questions en permanence pour savoir pourquoi on doit changer notre modèle économique et notre façon de vivre. Et il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Et quand vous êtes les premiers à vouloir changer un modèle, un système qui fonctionne plus ou moins bien, on est montré du doigt. Donc, vous avez compris, il faut d'abord que ce soit une volonté des élus qui composent les communes. Elles seront plus puissantes, elles auront plus de notoriété au niveau national et au niveau international. Le fait d'être regroupées, elles vont aussi avoir des avantages que souvent vous ne voyez pas. Exemple, l'eau et l'assainissement, c'est un budget annexe sur toutes les collectivités de plus de 1000 habitants et c'est un budget qui est abondé par le budget général sur les communes inférieures à 1000 habitants. Donc ça veut dire que quand on est plus de 1000 habitants, le coût de l'eau et de l'assainissement doit être prévu et payé par les habitants, sinon c'est tout le monde qui paye pour les mauvais élèves, on va dire. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut changer. Ensuite, les transferts de compétences via les intercommunalités, via ce qui a été demandé, est quelque chose qui va prendre de l'essor et qui va monter. On veut et on souhaite, au niveau national, qu'il y ait des prises de compétences à hauteur de 50 à 60% dans les intercommunalités. C'est-à-dire qu'on va démunir les conseils municipaux des travaux qui étaient les leurs et de cette proximité. C'est une erreur. Je vous le dis carrément, c'est une erreur. L'échelon qui a le plus de contact avec la population, c'est les mairies. Et ça, je pense que vous le savez. Qui d'entre vous, par exemple, pour poser une question qui concerne votre vie sur Serre-Chevalier, votre vie dans un des villages qui la composent, a d'instinct voulu poser cette question à l'intercommunalité, en ne sachant pas si la compétence existait ou non et si elle avait été transférée. Vous allez dans votre mairie et vous posez la question à l'accueil et vous essayez de prendre un rendez-vous avec l'adjoint qui est en charge de la thématique dans votre commune. C'est comme ça que ça marche. C'est cette proximité dont on a besoin. Et cette proximité, si vous voulez qu'elle s'accentue, qu'elle se développe, il faut des communes fortes qui puissent répondre aux services de l'État, qui puissent répondre aux différentes demandes que vous avez pour pouvoir avoir un poids et démographique et financier. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui, mais plus vous êtes gros et riche, entre guillemets, puisqu'on vous le demande, plus vous pesez et plus on vous écoute. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez vous unir pour être beaucoup plus fort. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça.
c'est de tout temps ce qui s'est passé. Donc, vous devez vraiment réfléchir, et si un jour l'idée germe au niveau des élus de vouloir avancer, travailler, c'est comme ça qu'on pourra progresser. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de se dire les années qu'on va vivre vont être difficiles. Vous le savez, je pense, ou en tout cas vous vous en doutez. L'après-Covid ne sera pas pareil dans les 2 ans, 3 ans à venir. C'est une certitude. Économiquement, l'hiver prochain, si on maintient 80% des budgets N-2, il y a 2 ans en arrière, on ne va pas parler de l'hiver précédent, on aura fait une excellente saison. Je vais vous donner un chiffre qui concerne ma collectivité. Je l'avais annoncé tout de suite dans la première semaine qui a suivi le confinement, parce qu'on sentait bien que ça n'allait pas durer 15 jours. Bon, j'avais annoncé 2 mois, j'avais annoncé jusqu'à fin avril. Je suis désolé, je me suis planté. J'ai perdu 3 semaines. Mais c'est comme ça. En réalité, cet effet Covid sur le fonctionnement de ma collectivité, donc la commune de La Platte-Tarentaise, c'est quasiment 4 millions d'euros de perdus sur la fin de saison. Ça va être sensiblement identique si on maintient les chiffres que je vous ai annoncés, à peu près 20% de moins, c'est-à-dire quasiment l'identique de l'année Covid. C'est compliqué. 4 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et on peut faire face, justement, parce qu'on a des plans pluriannuels d'investissement qu'on a retravaillés tous ensemble sur les différents territoires, chose que vous ne pouvez pas faire si vous êtes indépendant. Parce que vous n'avez pas cette vision globale du territoire et cette obligation de travailler les sujets les plus importants et de développer vraiment ce qui est majeur pour la vie des habitants permanents, pour le développement économique avec tous les socioprofessionnels qui composent les stations et surtout pour accueillir le mieux possible tous les vacanciers. Parce que sans eux et sans les propriétaires, une station n'a pas de raison d'être et n'a pas de raison d'exister. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, dans un premier temps, en ce qui concerne les fusions de communes et pourquoi il faut s'unir pour être plus fort. Et je ne vais pas vous la faire, la soupe et tout ce qui va avec. Vous connaissez ça, j'espère, par cœur. En tout cas, nous, du côté savoyen, on connaît ça. Merci, monsieur le maire. Bonjour, mesdames et messieurs. Juste pour dire un petit mot, je suis moins là en tant que directeur adjoint de la rédaction du Point qu'en tant que familier de Serge Chevalier. Je vis à peu près depuis 1985. La salle est le point de chute favori, en tout cas le plus courant. Et je connais la vallée depuis, je dirais, l'auberge des Choucas à Monétier jusqu'à Puy-Saint-Pierre. Voilà, donc je suis un peu un parmi vous. Alors je vous propose d'écouter toutes vos questions et les gens présents autour de moi y répondront. Je voulais vous proposer qu'on structure ces questions en 3 thèmes. Le premier pourrait être tout bêtement pourquoi faut-il regrouper en une seule commune les villes de Saint-Chaffray, La Salle et Monétier, en reprenant les arguments qui ont été donnés, les questions qui ont été posées par les personnes qui ont parlé, la communauté d'intérêt sur les sujets économiques, les services mutualisés, la clarté d'un seul nom pour les vacanciers, le fait que ce soit une même vallée avec une même vocation touristique, c'est ce qu'a développé notamment M. Chevalier, mais aussi on pourrait évoquer les fortes typicités des 3 villes, gros et riche, c'est ce que vous avez dit, monsieur le maire, est-ce que c'est vraiment mieux, l'éloignement des élus locaux, on pourrait faire une quinzaine de minutes là-dessus. Deuxième thème, ce serait les conséquences pratiques pour les habitants, en termes de fiscalité, en termes de nom des rues, ça a été dit aussi, le point au sein de la CCB, les relations avec le département, avec la Compagnie des Alpes, etc., une vingtaine de minutes. Puis je vous proposerai peut-être de finir les 20 dernières minutes en listant, pourquoi pas, sur le paperboard qui est à ma gauche, les avantages et les inconvénients concrets d'une telle opération. Là aussi, la parole tournera, et puis vous direz les uns les autres quels sont les points objectifs en faveur ou en défaveur de la fusion de communes que vous avez retenue pendant ces débats. Voilà, je vous propose, qui a envie d'ouvrir le bal des questions? Alors je vois tout au bout, là-bas, dernier rang,
Il y a un micro qui va vous arriver par la droite. Donc vous l'aurez compris, on fait à peu près 1 heure d'échange, questions-réponses sur ces sujets. Je vais faire exprès de vous embarrasser. Je vais vous poser une question. Enfin, je vais faire une remarque et une question qui n'a rien à voir avec la typologie que vous avez exprimée. Il se passe que dans cette vallée, on a voté il n'y a pas très longtemps. Partout en France, mais notamment Saint-Chaffrey, qui est la plus grande commune des Trois-Vallées. Saint-Chaffrey a voté, comme vous le savez, fin juin. Je remarque qu'aucune des listes, à Saint-Chaffrey et ailleurs, n'a mis en avant la fusion des communes. J'étais moi-même sur une des listes. On m'a fait comprendre que ce sujet n'était surtout pas à mettre en avant. Alors, ma question, je ne sais pas quelle est la typologie des gens qui sont ici dans cette salle aujourd'hui. Est-ce que ce sont des habitants à l'année ou simplement des gens qui viennent là de façon temporaire? En tout cas, ceux qui ont voté ne voulaient pas entendre parler de la fusion des communes. Attendez. Même si vous n'êtes pas d'accord, on regarde d'abord le résultat des élections, notamment dans la ville la plus importante, premièrement, et deuxièmement, on essaie de comprendre pourquoi la thématique de la fusion des communes que vous mettez en avant n'a pas été mise en avant par aucune des listes, sauf la liste du général dans cette commune. Voilà. C'est toute ma question. Avant de souhaiter ce que l'on veut faire, il faut peut-être tirer les conclusions ou les conséquences ou les leçons du scrutin qui vient d'avoir lieu. Alors, qui veut répondre peut-être? Alors, les 3 maires des 3 communes ont changé le mois dernier. Et est-il vrai que cette question des fusions était absente des débats et des propositions des listes? Alors, c'est vrai que ça interpelle. Nous avons eu des contacts avec les anciens maires, avec les candidats, avec les nouveaux maires. Bien votre micro sous la gauche. Et nous avons tout de suite compris que c'était un sujet qui faisait peur. C'est un sujet qui fait peur, et en plus, c'est un sujet qui inquiète, je dirais, les populations permanentes. Les gens qui sont là depuis des décennies, qui ont l'impression de risquer ainsi d'être dessaisis. Je pense que ce problème n'est pas propre à notre vallée, et je pense que ce problème, enfin ça je me tourne vers monsieur que ce problème doit exister aussi en Tarentaise, doit exister aussi aux Deux-Alpes, doit exister aussi à l'Alpe d'Huez, et on constate que dans ces communes, cette crainte a réussi à être dépassée par l'espoir de faire mieux. Mais c'est quelque chose qui visiblement s'est avéré difficile à traiter dans le cadre d'une campagne électorale. Ma réponse est imparfaite, mais c'est ce que je crois en tous les cas sur ce sujet. Alors, monsieur le maire Jean-Louis Bock, est-ce que, d'abord, c'est un sujet qui fait peur, vous confirmez ou pas? Et que peut-on faire pour vaincre et dépasser cette peur? Et troisièmement, est-ce que les élections sont le meilleur momentum pour évoquer ces questions ou est-ce qu'il faut faire ça un peu avant, un peu après? Alors, évidemment que ça fait peur. C'est une logique. On a toujours peur de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne connaît pas. C'est de tout temps, ça c'est dans la nature humaine. À partir du moment où on vous dit on va fusionner avec d'autres personnes, avec les voisins, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est logique, on ne les connaît pas forcément très bien, on ne sait pas quelles sont leurs idées, est-ce qu'ils ont la même envie que nous? C'est pour ça qu'une fusion de communes, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais quand vous regardez les noms qui ont été évoqués, et il y en a d'autres, on parle des Deux-Alpes, on parle de l'Alpe d'Huez, on parle de la Plagne, on parle de Courchevel, on parle des Bellevilles. C'est parmi les plus grandes stations mondiales. Et comme je vous l'ai dit précédemment, quand on ne maîtrise pas, c'est un espèce de repli sur soi qui est fait. Et je ne vous parle pas volontairement, comme à Menuire, comme à Belleville, comme à Courchevel. Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'elle veut? Est-ce que vous pensez qu'après avoir vu se construire partout dans la vallée une quantité de chalets phénoménale, est-ce que vous pensez que cette population veut que ça continue? Est-ce que vous le pensez vraiment? Eh bien, je vais vous répondre différemment. Est-ce que vous pensez que s'il y avait une commune nouvelle, par rapport au plan local d'urbanisme, il y aurait cette capacité à construire dans tous les sens
tout et n'importe quoi. Vous construiriez peut-être une résidence ou un hôtel 5 étoiles parce que vous en avez besoin d'un, mais vous n'en construiriez pas 3. Et il y a une sorte d'émulation qui se passe. Je suis désolé, ces 3 communes qui sont tellement proches les unes des autres qu'elles sont obligées de regarder ce que fait le voisin pour exister. Et pour faire mieux, c'est dans la nature humaine. Donc, on veut toujours essayer d'avancer, même, je ne connais pas les élus, et je pense que c'est des gens respectueux du développement durable, parce que c'est le maître mot maintenant, mais à un moment donné, c'est comme ça. Si votre voisin va construire quelque chose que vous enviez, vous allez essayer de construire la même chose, et vous allez avoir ce développement. C'est naturel, c'est dans l'esprit des gens. Je vais prendre un autre exemple qui est tout simple. Si votre voisin a une belle voiture, au bout d'un certain temps, si vous avez la possibilité financière de le faire, vous allez acheter la même voiture que lui, ou plus belle que la sienne. Et ça, c'est une course en avant. Et c'est une course en avant. Et je suis désolé, mais c'est comme ça. Monsieur le Président de Guyane Ouverte, peut-être votre... Ou alors peut-être, simplement, peut-être que les Savoyards, on est plus bêtes que vous. On n'a pas compris. La Plagne, c'est la première station mondiale. Courchevel, c'est la station la plus riche. Et pourtant, ils ont fusionné. Écoutez bien, écoutez bien. Excusez-moi, écoutez. C'est important. La Courchevel a fusionné avec la Tania. Ils ont un domaine skiable commun. La Tania dans Courchevel n'existe pas. Les prix de la Tania n'ont rien à voir avec Courchevel. À Courchevel, le mètre carré est à 25 000 €. C'est quelque chose, c'est une autre planète. Eh bien, ils n'ont pas eu peur de le faire. Ils l'ont fait. Mais est-ce que vous écoutez toujours ce que... Le palais ne veut pas de ça, monsieur. Mais si elle n'en veut pas, elle ne le fera pas, monsieur. Mais monsieur, s'il vous plaît, la démocratie, c'est pas ça. Si la vallée n'en veut pas, les élus ne le feront pas. Point final. C'est tout. Mais pourquoi se fâcher? Pourquoi ne pas écouter ce qu'il peut faire? Vous savez, on peut très bien continuer à décliner, on peut très bien continuer à avancer doucettement, à avoir des difficultés financières, parce que c'est ce qui va arriver, pas forcément chez vous, partout, partout. Et ça, que celui qui me dise le contraire me le prouve, il y a un moment donné, c'est un choix. Vous ne voulez pas, personne ne vous force. Moi, je ne vais pas vous forcer. Vous pensez que je n'ai pas eu et que l'on n'a pas eu, nous les élus, quand on l'a fait en 2016, des contraintes? J'en ai encore maintenant. Et vous savez de qui? Du maire qui a été battu dans une des petites communes historiques il y a 12 ans. Mais quel avenir? Il n'a pas digéré de s'être fait battre il y a 12 ans. J'étais pas candidat il y a 12 ans. J'avais même pas l'idée un jour d'être élu il y a 12 ans en arrière. Donc vous voyez, mais encore une fois, il ne faut jamais rien écarter. Parce qu'avoir un état d'esprit renfermé, étriqué, c'est le meilleur moyen de vous planter. Monsieur le Président Guyane Ouverte, sur ce sujet, je suis sûr que vous avez des choses à dire. Oui, j'ai deux petites choses. La première, c'est qu'on a lancé le débat volontairement après les élections. Parce que c'est un sujet qui mérite d'être expliqué et débattu. Croyez-moi, je connais beaucoup d'élus, pas tous ceux de la vallée, mais presque. C'est vraiment en connaissance de cause qu'on a lancé ce débat immédiatement après les élections, c'est-à-dire en écrivant individuellement tous les nouveaux élus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est au sujet de la construction. J'ai de la difficulté à comprendre. Il y a effectivement une peur d'urbanisation croissante, mais la population dans son ensemble est contre cette urbanisation galopante. Que ce soit les socio-professionnels, que ce soit les défenseurs de l'environnement, les résidents secondaires, les autres, tout le monde est convaincu là-dessus. Les socio-professionnels, parce qu'ils savent que la défense de l'environnement, c'est leur fonds de commerce. Il faut bien comprendre ça. Les résidents secondaires, parce qu'ils veulent continuer à avoir un cadre de vie excellent. Et qui est-ce qui pousse à la construction? Je suis obligé de le dire. C'est souvent les élus. Monsieur, sur l'utilité toujours ou pas de fusionner les trois communes? Oui,
Oui, moi je reprends tout à fait. Est-ce qu'à chaque fois vous pouvez vous présenter pour qu'on sache tout simplement qui vous êtes, décrire votre identité? Oui, je suis Dominique Pradon du Monétier-les-Bains depuis plus de 60 ans, président d'une association culturelle au Monétier-les-Bains, qui s'appelle les Musicales du Monétier, et bien plongé dans la réalité du terrain des communes de cette vallée. Et je rejoins tout à fait ce que dit ce monsieur de Saint-Chaffré, c'est que effectivement, quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que les différentes municipalités ne mettent pas en priorité cette fusion. Il faut savoir pourquoi. Parce qu'effectivement, comme vous le dites très justement, politiquement parlant, ça peut se comprendre, économiquement, fiscalement, ça n'a que des avantages. Et pourquoi les gens d'ici ne rentrent pas dans cette mouvance? Ben, c'est peut-être parce qu'il faut leur demander à eux ce qu'ils recherchent pour leur vallée. Ils recherchent du bien-être, essentiellement, et que ce que l'on va mettre en place est une exemplarité dans ce qui a déjà été réalisé. Je vous prends un seul exemple. Une des choses que Guy-Zan Ouvert a citées dans ses documents, c'est que certaines choses ont été faites en communauté. Par exemple, l'Office du tourisme. Eh bien, quand on fait partie d'une association ou qu'on veut participer à une activité, il suffit de voir comment marche la communication de l'Office du tourisme pour comprendre que c'est le contre-exemple d'une fusion de communes. Je ne vous citerai pas moult exemples, mais il est évident que quand vous allez à l'Office du tourisme de Chantemerle et qu'il y a un concert au Monétier et qu'on demande un renseignement, on vous dira « Écoutez, ça c'est le Monétier, allez voir ». Quand on va au Monétier et qu'on dit « Est-ce que telle activité à Briançon marche ?» on dit « Ah, voilà le numéro de téléphone, vous n'avez qu'à téléphoner ». Dans ce cadre-là, je vous parle de quelque chose que je connais, dans ce cadre-là, les gens de la vallée se disent, le peu de choses qui est mis en commun, c'est peut-être une catastrophe. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire en sorte que ce qui est mis en place marche, pour que les gens aient confiance dans une communauté à venir, et que tout le monde avance dans ce sens? Alors, là vous faites un peu le procès de l'efficacité ou de l'inefficacité de la communication de l'Office de tourisme. Je ne sais pas qui peut répondre, mais moi, comme ça, je fais une réponse, qui suis-je pour la faire, mais à partir du moment où il n'y aurait qu'un seul nom pour les 3 villages, on ne pourra pas vous dire à Chantemerle que ce qui se passe à Monétier ne les regarde pas, ou réciproquement, puisqu'il n'y aurait qu'un seul nom. Alors, à moins de bouder la commune du dessus et celle du dessous, bon, voilà, je ne prends pas parti, mais c'était la réflexion qui m'est venue pendant votre discussion. Est-ce que vous voulez répondre sur l'Office du tourisme ou Justement sur l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, comme les autres structures intercommunales ici, excusez-moi, ce sont des champs de bataille entre les communes. Voilà, c'est tout ce que c'est. Et justement, c'est justement le contre-exemple. Et tant qu'on développe des champs de bataille, et il est temps que justement ces organismes-là soit disparaissent, soit une autorité unique. C'est ce jour-là, effectivement, que la communication sera bien faite. Je crois que les directeurs de l'Office du tourisme de Saint-Chevalier ont valsé. Il y en a eu beaucoup qui se sont succédés ces dernières années. Monsieur là-bas en blanc, une question. Jean Favier, je suis président de l'association des commerçants de Saint-Chevalier pour Saint-Cheux et résident permanent. Je voudrais dire que nous, artisans, commerçants, acteurs économiques, ce qu'il nous faut, c'est de l'efficience, de l'efficacité, de la performance et des visions économiques qui soient claires et axées sur la bonne gestion de ce qu'on a déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment quelques lacunes à ce niveau-là. Ces différences de 3 communes, pour moi, elles me paraissent complètement un non-sens. On vit de la même chose, on vit dans la même vallée, on est tous fiers de notre vallée, et si ça peut être un vœu, je crois que la fusion des communes serait quelque chose de réussi. Mais à mon sens, il faut demander l'avis de la population. Et si on a un projet clair qui leur explique vers quoi on va et quelle est la performance à laquelle ils ont droit, je pense que là, les gens adhéreront à la fusion des communes. Mais il faut que ce soit clairement établi. Puisque vous êtes, monsieur représentant, le président de l'Union des commerçants de Saint-Chevalier, dites-nous, c'est venu naturellement
que les commerçants de Serre-Chevalier s'unissent? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a une différence entre les commerçants de Saint-Chaffray et de Monetier? Dites-nous comment ça se passe. Alors, ça se passe super bien, et je suis très heureux de parler aussi au nom de mon collègue des enseignes de Briançon, avec qui on forme une équipe soudée. Alors, on a vraiment travaillé à essayer de remettre du lien entre nous, de façon à proposer aux élus des structures qui parlent de professionnalisme. On souffre, à mon sens, de bien définir les qualités et l'expérience de chaque représentant au sein des structures commerciales qui peuvent exister à Serre-Chevalier. Mais notre union est forte, l'adhésion entre nous est vraiment importante, c'est aussi peut-être l'amitié qui nous lie et le plaisir de travailler ici. Et je crois qu'on peut dire que notre union des commerçants est très forte. Aujourd'hui, l'association dont je m'occupe croît tous les jours en nombre d'adhérents. On a prouvé pendant la période du Covid qu'on pouvait offrir à nos adhérents de la communication, de l'information. On a énormément travaillé avec les services de l'Office du tourisme pour créer des campagnes de communication actuelles qui sont nos retrouvailles. Ceci a été co-construit entre les pros et les acteurs économiques et l'Office du tourisme. Et je pense qu'on a fait du bon travail, donc on est assez... Et on en a de bons retours. Et on continue à œuvrer dans ce sens-là. Ok, d'autres questions? Monsieur Rouge là-bas. Oui, donc, bonjour, Michel Chabou, je suis résident secondaire à Villeneuve depuis maintenant 40 ans. J'y passe à peu près 3 mois par an. Je me pose la question, quand je vois l'honorable assemblée, de la proportion de la pyramide des âges. C'est-à-dire que je vois très peu de jeunes, et je me demande si globalement ce n'est pas à l'image de ce qu'on peut craindre de la station, c'est-à-dire que c'est une station de retraités qui n'a pas de problème de trouver de l'emploi parce que la retraite est quand même assez confortable. Qu'en est-il des jeunes de cette vallée? Peut-être d'abord, Monsieur Bock, parce que j'imagine que la pyramide des âges se ressemble entre la Plagne, la Tarentaise et Serre-Chevalier. C'est une très bonne question, et justement, c'est ce que je vous ai dit. C'est bon. Pardon, excusez-moi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, il faut redéfinir ce qu'est une station de sport d'hiver. Il faut redéfinir la fréquentation, il faut redéfinir comment on va pouvoir être attractif pour les jeunes. Je vais vous donner un exemple. On a créé, nous, notre commune nouvelle. On a redéveloppé le VTT et le VTT assistance électrique. Plutôt que de faire des pistes dans tous les salles, chacune dans les communes historiques pour pouvoir l'utiliser et donner du sens sur la partie estivale aux vacanciers qui venaient pour pratiquer ce sport ou cette activité, on a fait un pôle central qui était issu de la fusion de 2 des 4 communes. On a développé le vélo à assistance électrique sur les versants sud, tout le temps dans le même cadre. La communication est dans un office du tourisme unique. On avait 6 points, 6 offices du tourisme différents. On en a fait un. Et vous savez quoi, le pire dans tout ça? C'est une association. C'est-à-dire que les élus ne sont pas majoritaires. Donc on a intégré les professionnels, on a intégré les commerçants, on a intégré toutes les personnes de bonne volonté, parce que sur un territoire, vous avez une incroyable diversité de qualités, de compétences. Ne pas les utiliser, c'est être complètement bête et ne pas vouloir avancer et continuer à développer l'avenir. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et je vous donne un chiffre. Le chiffre d'affaires, donc le budget de notre office du tourisme, c'est 8,5 millions d'euros. Donc, 8 millions et demi qui ne sont pas gérés directement par des élus. Ça laisse à réfléchir. Et ça pose la question sur l'avenir. Et je vais être un peu dur, mais je suis dur avec moi. C'est pas parce qu'on devient élu qu'on devient intelligent.
Monsieur de nouveau. Oui, de nouveau, monsieur Desprairies. Je suis désolé, mais contrairement à ce que vous avez pu penser, je suis à fond pour la fusion des communes. Eh ben ça s'entendait pas. Pourquoi Dans la ça première question, j'avais un doute, franchement. Pourquoi ça s'entendait? Maintenant que vous me le dites, on vous croit, mais dans la première question, on avait un doute. Oui, mais écoutez, vous m'avez pas laissé terminer. Pourquoi ça s'entendait pas? Parce que j'étais très ébranlé par la campagne électorale à laquelle j'ai participé. Et que ce qui compte, plusieurs personnes l'ont dit ici, c'est d'abord, il faut écouter la population. Et la population qui vit dans ces villages n'est pas forcément en phase avec ce qui est dans cette salle. C'est ça que j'essaie de dire. Il faut d'abord essayer de comprendre qui a voté et qui a élu. Et pourquoi, pour les habitants de cette vallée, la fusion des communes, ça ne parle pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Je dis que le problème, il faut déjà atteindre les habitants. Monsieur le maire. Vous savez, il y a une chose qui a été dite ce soir et qui est très importante. Si demain on a des grosses difficultés, parce que les longs courriers, on ne va plus en avoir. Hein. Ça, vous le savez. Donc des Chinois, des Australiens, des Brésiliens, vous les oubliez. On ne les aura pas. On ne les aura pas. Les Britanniques ont des difficultés. Les Britanniques avec le Brexit, la dévaluation de la livre, l'Eurostar, les problèmes des EasyJet, ils vont venir moins nombreux. Nos voisins italiens, vos voisins italiens, ils ont de grosses difficultés, ils ont très mal vécu le Covid et l'aspect financier. C'est très difficile. Or, le nord de l'Italie, vous ne savez plus qui compte, c'est la partie riche de l'Italie. Mais c'est difficile. Il faut tout repenser aujourd'hui. Il faut repenser notre modèle économique, notre façon de travailler et notre façon de concevoir l'avenir. Est-ce que cette façon de penser et d'en-percevoir ce qui va pouvoir se passer demain, c'est de rester seul, individuel, de ne pas écouter les voisins? Je ne pense pas, franchement. Je ne pense pas. Il faut qu'on travaille en commun. Et je dirais même pire que ça, on doit travailler au niveau national en commun. Le problème de Serre Chevalier, c'est le problème de la Plagne, c'est le problème de Gérard Maire, c'est le problème de Péragude. On a tous les mêmes problèmes. On vit tous en partie du tourisme. On a tous, et vous avez tous pour la plupart des propriétaires, acheté une résidence de vacances, parce qu'à l'origine c'était ça, dans un lieu que vous appréciez, dans un lieu que vous ne voulez pas dénaturer, et vous voulez bien entendu que cet investissement qui vous a permis de passer d'excellents moments ici sur la station, ce ne soit pas un investissement à perte. Parce que si la station se dégrade, si elle baisse en fréquentation, automatiquement le prix de l'immobilier va se casser la figure. C'est une raison économique. Et ça, personne n'en veut, on est bien d'accord. Monsieur au premier rang, et puis après... Oui, Marc Breuil, résident Briançonnet. Je voulais évoquer un point particulier de notre vallée, qui est l'existence de deux pôles. Donc effectivement, il y a Serre Chevalier avec les 3 communes, mais on a également Briançon, qui fait partie de la station de Serre Chevalier, qui est aussi également une destination touristique importante. Donc ma question est la suivante, et le problème que je présente, c'est comment trouver une unité touristique à cette vallée, avec d'un côté une ville très importante, enfin beaucoup plus importante, 12 000 habitants de Briançon, et une future ville composée des trois communes. Vous voyez bien la fusion. En fait, vous pouvez répondre, monsieur Chevalier. Oui, c'est une question qui, bien sûr, nous a interpellés dès le début de la réflexion. Mais si on fusionne les communes de la vallée de la Guisane avec Briançon, pensez-vous que la commune nouvelle s'appellera Serre Chevalier? Ben, c'est bien le problème. Donc c'est tout à fait autre chose. En fait, il y a une complémentarité très importante entre Briançon, qui est, je dirais, le centre administratif et économique de la vallée, qui en plus est une situation de carrefour de 5 vallées. Nous ne sommes que l'une de ces 5 vallées, peut-être la principale, et encore ça se discute. Et je pense qu'il est important pour le bon équilibre du territoire qu'il y ait un certain contrepoids, que Serre Chevalier devienne une sorte d'équivalence un petit peu touristique, orientée plus montagne,
de Briançon, qui elle est orientée un peu montagne certainement, mais aussi patrimoine et culture. Monsieur au troisième rang. Merci. Je vais poser une question à la salle, si vous permettez. Bruno, j'appartiens au bureau de design ouverte et j'habite à Briançon. Je vais me permettre de poser une question à la salle. Faites. Ainsi, vous répondrez. Je vais avoir vos réactions sur la réponse. Est-ce que je peux demander aux gens qui votent ici de lever la main? Alors, qui vote ici? Donc, on va dire que ça représente en gros un tiers de la salle, pour faire ça à gros traits. Pour être sûr, merci de baisser le bras. Et ceux qui ne votent pas ici, levez la main, s'il vous plaît. Logiquement, ça devrait représenter les 2 tiers restants. Messieurs, je crois que vous avez la réponse à pas mal de questions. C'est clair. Alors en fait, il faudrait après être affiné en demandant l'avis de gens qui votent. Enfin bon, on ne se simplifie pas la vie. Madame au fond, en blanc, voilà. Veuillez vous présenter et poser votre question. Oui, moi je m'appelle Annette Moussu, je suis nouvelle propriétaire à Serre-Chevalier. Mais ça fait 50 ans que j'arpente les différents massifs dans tous les sens. C'est une station extraordinaire, mais quand on vient des grandes stations que vous avez citées tout à l'heure, Courchevel, La Plagne, il y a un gros problème ici. Ce sont les remontées mécaniques qui sont obsolètes et dépassées. Alors, il se trouve, on va peut-être demander au bureau de vert de répondre, et puis il se trouve que La Plagne a donné une délégation à la Compagnie des Alpes, bien connue aussi à Serre-Chevalier, donc peut-être que monsieur le maire pourrait nous donner quelques éléments de son expérience avec la Compagnie des Alpes. D'abord, monsieur le président, la parole, la réponse. Merci. Obsolète, c'est un peu exagéré. Il y a quand même une bonne moitié des appareils qui ont été changés dans les 10 dernières années. Et en plus, il y a un programme continu de modernisation qui va se traduire par le pontillage, je pense, l'année prochaine ou l'année suivante. Enfin, il y a un programme régulier et on est obligé de dire, de constater que ce programme de modernisation est mené par la Compagnie des Alpes alors que les anciennes régies auraient été incapables de le mener. Là-dessus, on est obligé de constater ça. D'ailleurs, la filiale de la Compagnie des Alpes n'a pas servi de dividende pendant je ne sais pas combien d'années, mais pratiquement tout le temps, il ne desservent pas de dividende. Ils consacrent totalement à réinvestir l'argent qui leur reste en fin de saison. Voilà. Il y a peut-être d'autres manières de voir les choses. Avant de donner la parole à monsieur le maire, je vais me permettre d'intervenir. Donc, je vous l'ai dit, je viens à Serre-Chevalier depuis presque 30 ans, 25 ans. Le retard a été quand même pas mal comblé. Je me souviens du secteur Grand Alpes ou du secteur Pro-Rennes il y a 15 ans, 20 ans. Les remontées étaient vraiment vieillottes. Il y avait beaucoup de téléskis, très peu de gros porteurs de télésièges. Il y a quand même une partie du retard qui a été comblée. Après, est-ce encore trop vieillot? Ça, chacun peut en discuter, mais je trouve que le chemin a été fait, qui a été fait quand même assez satisfaisant par rapport à ce qui était autrefois en régie municipale. Vous vous souvenez quand il y avait Petit Sercheux, Grand Sercheux, Top Sercheux, il fallait quasiment aller d'un village à l'autre pour récupérer des forfaits parce que les communes s'entendaient mal entre elles. Et tout ça donnait des remontées qui étaient quand même un peu obsolètes et vieillottes. Je trouve que le chemin parcouru est quand même assez appréciable. Mais donnez-nous, monsieur le maire, quelques exemples de votre relation avec la CDA, la Compagnie des Alpes. Non, j'ai juste une question à poser à la salle. Elle est très simple. Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile de négocier un contrat d'affermage ou de délégation de service public avec 3 contrats différents sur 3 communes ou une seule commune? Surtout, je crois savoir 3 contrats qui ont des échéances différentes. Donc, c'est pas forcément facile de se positionner là-dessus. Parce que n'oubliez pas une chose, n'oubliez jamais, le terrain, il vous appartient. Donc, si le terrain vous appartient, les remontées mécaniques qui sont dessus sont à vous, aux habitants. Il ne faut jamais l'oublier. La Compagnie des Alpes, c'est aujourd'hui la société qui exploite, plus ou moins bien.
là-dessus je ne rentrerai pas sur ce terrain, mais par contre, à un moment donné, n'oubliez jamais, ça appartient aux habitants. Pardon. Madame, au fond. Donc, Carole Chabou, la salle Les Alpes. Nous avons été invités il y a 3-4 ans à peu près à l'occasion de l'inauguration d'une des dernières grosses remontées financées par la Compagnie des Alpes. C'était justement la rénovation de l'ancien téléphérique de Chantemerle. Oui. Et il y avait une cérémonie à laquelle participaient bien évidemment les représentants de la Compagnie des Alpes, et notamment leur vice-présidente ou directrice générale adjointe de l'époque, Madame Agnès Pannier-Rumacher, qui actuellement est secrétaire d'État à l'industrie, je crois. Et cette personne-là était intervenue de façon assez sobre, mais un seul point était à retenir de son intervention, c'était nous aimerions avoir en face de nous un interlocuteur commun et non pas une multiplicité de syndicats. Ça nous permettrait de bien mieux négocier, en particulier sur un échéancier de réalisation sur l'ensemble de la vallée. Ok, je pense qu'il ne nécessite pas de réponse. Monsieur Milieu. Christian Peinture, le résident permanent au Malitier-les-Bains. J'avais d'abord une question pour Monsieur Bloch. Pourquoi vous n'avez pas fusionné votre commune avec la commune voisine de M-la-Plagne, avec qui vous êtes à peu près la même taille, vous êtes voisins et vous partagez le même domaine skiable de la Plagne? Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi ici en tant que résident, je ne cherche pas à donner de la valeur à mon bien, parce que je ne pourrais pas le transmettre à mes enfants. Ce que je cherche à transmettre, c'est du bien-être ici. Et on fait de moins en moins de ski de piste, parce que ça devient une fortune, et on fait du ski de randonnée, on profite de la montagne. Serre-Chevalier, ce n'est pas uniquement une station de ski. Alors pour moi, c'est très facile de vous répondre. Et par rapport à votre question, je vais vous répondre par une question. Qui vous a dit qu'un jour ça ne se fera pas? Personne. On a fait une fusion de 4 communes. M-la-Plagne a fait une fusion de 3 communes. Je pense qu'on n'est quand même pas mauvais au niveau du territoire, non? Vous ne croyez pas? On a en France 36 000, 35 000, 36 000 communes. C'est-à-dire qu'on a en France autant de communes que le reste de l'Europe. Qu'est-ce qu'on est fort, les Français? Juste, Monsieur le Président, il y avait une question de monsieur qui, la deuxième partie de sa question était Serre-Chevalier, ça n'est pas qu'une station de ski. Alors, c'est un point qui mérite d'être abordé. Votre avis, votre réponse là-dessus? Je comprends ce qu'a dit monsieur le maire. Il y a en plus 28 000 syndicats de communes en France. L'histoire de compliquer un peu les 36 000, absolument, c'est complètement aberrant. Alors, c'est une question un peu délicate. Je suis président permanent. Ma famille, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je me permets de le signaler en passant, a fait cadeau à l'office de tourisme de l'Aigle de Serre-Chevalier. Entre parenthèses, je signale que je suis quand même assez bien placé pour en parler. A fait cadeau de quoi, j'ai pas entendu? De l'Aigle. De l'Aigle? Ah, c'est la famille Borel du Besse. Mon arrière-grand-mère, Delphine Borel, était l'héritière de cette famille-là. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on prend 30 ou 40 ans en arrière, la montagne d'été, c'était 2 pôles. C'était Chamonix, bien entendu, et Briançon. En fait, historiquement, le Briançonnais a toujours été une station, au moins une station d'été. Alors après, il y a eu effectivement la grande vague des sports d'hiver. J'ai participé, puisque moi-même j'ai travaillé au service d'aménagement de la montagne. Je me suis pas occupé de la Plagne, mais je me suis occupé des Belles à l'époque, et de Serre-Chevalier d'ailleurs. Et donc, le ski a prédominé, mais je pense que tout le monde est convaincu, et particulièrement les socio-professionnels, que l'évolution, c'est de faire une station des 4 saisons. En tout cas, je ne sais pas si on le fera, mais on a tout pour le faire. Ici, il y a absolument tout. Je vous invite fortement à venir l'été, bien sûr, mais aussi à l'automne, c'est absolument une saison extraordinaire pour Briançon. Oui. Alors, monsieur, et juste après madame au fond. Mais monsieur, d'abord, quel micro? Philippe Chapeau, je suis président secondaire depuis 70 ans. Je vote au Monitier depuis 50 ans. Et j'ai été élu minoritaire à Monitier-les-Bains dans le dernier mandat. Je pense que sur la vie des maires, quand vous consultez les élus individuellement, ils sont tous pour la fusion de communes. Moi, je les ai tous vus, ou tous pour la fusion de communes, les anciens comme les nouveaux. Et ils ne veulent pas l'annoncer, c'est sûr. Donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut travailler.
Maintenant, il faut travailler. Deuxièmement, pourquoi? Ils ne veulent pas annoncer parce qu'ils ont peur. Un peu comme ça. Mais sur la charte que vous avez indiquée, je crois que les élus ont tout intérêt aussi. Toutes les chartes que j'ai vues, il y a aussi une charte de développement. Qu'est-ce qu'on veut de la vallée? Ce n'est pas uniquement une question d'organisation, c'est aussi une question qu'est-ce qu'on veut faire de la vallée. Donc un engagement commun sur la vallée, c'est très important. Sur la Compagnie des Alpes, le discours officiel, c'est de dire que ce serait bien si vous n'étiez qu'un seul interlocuteur. En fait, en réalité, ils sont très contents d'en avoir trois, parce que diviser, c'est régner. Il ne faut pas se... Raison de plus pour qu'il y en ait qu'un. S'ils sont très contents qu'il y en ait trois. Voilà. Donc, là, je pense... Et puis, dernièrement, le dernier discours que moi, je leur tenais, c'est que fusionner maintenant, avant d'y être obligé, je pense qu'un jour ou l'autre, compte tenu des problèmes économiques que vous citez, monsieur le maire, on va y être obligé. Et l'État va obliger, va forcer. Et c'est évident que dans cette vallée, il y a une fusion qui est évidente. Dans la vallée de la Haute-Romanche, il y a une autre fusion qui est évidente. Et ça va commencer par les évidences. Donc faites-le, entendez-vous d'accord, mettez-vous d'accord avant qu'on vous soyez obligé et que vous passiez par la fauche colline de l'État. Madame, au fond. Bonjour, bonsoir. Moi, je ne suis pas originaire de la vallée. Par contre, je suis résidente principale ici depuis 4 ans. Je viens d'un département voisin. Vous parliez de la jeunesse. Alors, excusez-moi, je me considère un petit peu comme jeune. Et je pense que alors, moi, je suis plutôt pour une fusion des communes. J'ai une carrière, entre guillemets, professionnelle en mairie et en interco. Donc, je sais, en termes de travail, ce que ça peut apporter pour la gestion administrative et technique du territoire, en fait. Par contre, je pense que sur Serre Chevalier, vous parliez de la jeunesse, c'est vrai qu'à un moment, il va falloir se poser la question du ratio des habitants permanents et des habitants secondaires, parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est propriétaire ici, donc je peux me loger, et autant vous dire que quand on veut être résident principal ici, on est jeune, on a un emploi lambda, en l'occurrence en collectivité territoriale, c'est impossible de vivre ici. Donc je pense que ça va être un sujet à traiter. Il y a effectivement le sujet du tourisme, parce que c'est ce qui fait vivre cette vallée, on est bien d'accord. Mais cette commune nouvelle, si elle existe, et je pense que c'est important qu'elle existe, il va falloir qu'elle ne se pose pas que la question du tourisme. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas que le foncier se dévalue, mais il ne faut pas non plus que le foncier devienne délirant parce que ça va poser d'autres problèmes, à mon avis. Et déjà, moi et des gens que je côtoie de mon âge et de ma condition matérielle, on va dire, c'est assez compliqué de venir vivre à Serre Chevalier, même quand, comme vous tous ici, on est amoureux de cette vallée, etc. Jean-Louis Bock, monsieur le maire de la Tarentaise, la plaine Tarentaise, pardon, je vous vois à l'avenir. J'imagine que la question que pose madame est quelque chose que vous avez également connu. Quelle réponse et quels enseignements vous allez nous apporter? Oui, d'autant plus que c'est quelque chose qui rentre en réalité pour nous, donc la fusion de communes, comme je vous l'ai dit, 1er janvier 2016, et on peut vous annoncer que cette année, donc au printemps, on a pris un petit peu de retard, donc on a commencé les travaux au mois de juin, mais on vient de créer 2 résidences pour l'accessibilité aux personnes résidentes permanentes sur le territoire et 8 maisons accessibilité permanente sur le territoire en station à un prix préférentiel. Ça, on peut le faire parce qu'on est capable de dégager du terrain en altitude et il n'y a pas que l'aspect économique qui prime, parce que si on pense qu'à l'économie, il y a un moment, il va falloir qu'on ait des personnes pour la faire vivre, cette économie. Et donc, c'est primordial et impératif qu'on réserve des zones, et ça, on peut le faire qu'à partir du moment où on a mis en commun un territoire et un domaine skiable. Monsieur, à droite. Je voudrais juste rajouter une petite chose sur ce qui a été dit sur la montée Litanie. Oui. Un des mâles de Serre Chevalier, c'est notre niveau de chiffre d'affaires. On est un petit peu en dessous de la marge qui permettrait d'être confortable et de pouvoir mieux gérer notre devenir. Serre Chevalier fait la moitié du chiffre d'affaires de la plaine. Quand vous pensez que 1 euro sur la montée mécanique, c'est 7 euros de retombées économiques diverses et variées, on peut voir le manque à gagner et le déficit de performance et ce que ça engendre
comme difficulté. Comme vous le venez d'évoquer, sur le foncier, sur la maîtrise de la construction pour les saisonniers et autres que les saisonniers, les gens qui veulent venir dans la vallée. Vous avez raison, Monsieur le Président. Vous savez ce qu'on dit dans l'autre vallée, de l'autre côté? On dit c'est pas que ça gagne pas, mais ça gagne pas comme ça devrait. Très bon proverbe. Monsieur à droite toujours. François Lombard, Monétier. J'aimerais savoir ce que vous pensez du réchauffement climatique pour des stations de sport d'hiver. Parce que mon angoisse, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de glaciers que je vois à partir de mon chalet. Donc c'est la première question, c'est le réchauffement climatique. La deuxième question, c'est la fusion de communes. Quelle incidence ça va avoir sur la réduction des impôts fonciers qu'on peut avoir? C'est-à-dire quelle va être l'incidence efficace du regroupement de 3 communes? Alors, Monsieur Bock, vous me disiez à l'instant que vous êtes président de la commission météo des neiges, donc vous avez peut-être un avis éclairé sur les conséquences de ce qui nous arrive en ce moment. Alors moi, je n'ai pas forcément un avis éclairé, mais j'ai toutes les personnes qui connaissent ça par cœur, qui sont autour de moi et avec lesquelles on a beaucoup de discussions. Jean-Marc Jancovici, je le connais bien. J'ai plus de chance aussi de connaître certaines personnes que vous connaissez vous aussi, je pense, des Demian, Aïs Baïdemir, Nathalie Riouet, et donc les fréquentant très souvent pour avoir ces discussions, je peux vous dire qu'on est tous inquiets. On a un vrai dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique, il se passe de deux façons. La première, on a des épisodes de plus en plus courts de froid, de neige, de précipitations, voire d'orage, et ensuite des grandes périodes de sécheresse. Ça, on le voit tous, on le vit tous. On sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait pareil, qui est en train de se bouleverser. Et c'est pour ça qu'au niveau national, on travaille de plus en plus sur les 4 saisons, ça a été évoqué, on travaille de plus en plus sur l'avenir et le devenir des stations. N'oublions pas une chose, la neige de culture et les réseaux neige de culture permettent de sécuriser les débuts et les fins de saison. Si la matière première ne vient pas, les réseaux neige de culture ne serviront à rien. Ça, c'est un fait indéniable. C'est pour le moment de la sécurité. Tous les modèles économiques actuels nous prédisent qu'on n'aura aucune difficulté majeure, sauf peut-être une année, sur les 30 ans à venir. Ça veut dire qu'on remonte le niveau d'enneigement, très clairement, mais au-dessus de 1800 mètres, on aura toujours de la neige en 2050-2060. Ça, c'est prouvé, c'est avéré par tous les scientifiques. On a d'ailleurs, dans ce cadre-là, et vous le savez tous, eu la plus grosse période d'enneigement dans les Alpes du Nord, il y a 3 ans en arrière, depuis 30 ans. Donc ça veut dire qu'on a des phénomènes, des moments qui se passent et qui gênent cette crainte. Il ne faut pas laisser tomber, oui, on doit vivre avec, oui, on doit trouver des solutions, et peut-être que demain, en plein hiver, on fera du vélo, on fera du parapente, de la randonnée, mais plus de ski. Mais si on ne s'est pas préparé, si on n'a pas anticipé tout ça, plus dure sera la chute. Plus prosaïquement, il y avait aussi une question sur les impôts locaux. Est-ce que la fusion de communes, c'est neutre en termes de fiscalité locale? Est-ce que ça permet de faire baisser les impôts locaux, ou est-ce qu'il y a une addition finale, cachée, qui n'est pas forcément annoncée au début? Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une fusion de communes, avec des taux de fiscalité différents dans les 3 communes, il faut une harmonisation de tous ces tarifs. Cette harmonisation, en règle générale, on peut la faire sur quelques années. Nous, on a choisi de la faire sur 12 ans. Et dans ce cadre-là, vous avez des gagnants et des perdants. Parce qu'il y a toujours un prix qui est maximum, un prix qui est minimum, et en fait, c'est souvent le prix médian qui permet de fonctionner, qui est utilisé. C'est comme ça qu'on a choisi de le faire. Est-ce la bonne ou la mauvaise méthode? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas laisser 3 communes qui fusionnent, ou 4, ou 5, ou 10, avec des taux différenciés. Il faut qu'on harmonise tout ça. Et surtout, ça permet d'avoir un équilibre, et les richesses peuvent être partagées au sein d'un même territoire, parce que souvent, on va parler de l'eau et de l'assainissement, vous avez des taux sur l'assainissement qui sont hauts, parce qu'à l'époque, les élus ont pu bénéficier davantage de subventions,
où vous avez un prix de l'eau qui est très bas, parce que la commune était inférieure, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à 1000 habitants, et c'est le budget général qui comblait le déficit de fonctionnement du budget de l'eau. Mais tout ça, c'est une harmonisation, et il me semble malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde nos feuilles d'imposition, et quels que soient les taux, vous avez des augmentations étatiques, vous avez des augmentations régions, vous avez des augmentations départements et de communautés de communes. Donc malheureusement, on n'a pas la maîtrise totale, et ne serait-ce que les bases qui sont revalorisées chaque année par nos députés augmentent systématiquement ce que l'on paye. On paye de plus en plus, donc au niveau local, ça serait quand même dommage d'augmenter les impôts, ce serait une erreur. Monsieur Chevalier, Monsieur le Président, sur la fiscalité, les fiscalités locales. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, nous avons la chance d'avoir là 3 communes qui ont des taux d'imposition assez voisins. Également, c'est un peu la même chose en matière d'endettement. Donc, il est vraisemblable que l'harmonisation puisse intervenir dans un délai plus court que celui que mentionne M. Bon. Alors, maintenant, les économies de fonctionnement, on ne va pas rêver de le fonctionnement provisoire de la nouvelle commune. On reprend pratiquement les structures préexistantes. On se met juste en position de commencer à gérer plus efficacement. Et je pense que les effets d'une telle gestion se manifestent au bout de quelques années, pas tout de suite. On ne va pas non plus licencier des agents municipaux, c'est évident. Hein. Alors, on n'a pas le droit de vous, monsieur le maire. Oui. Donc, non, on n'a pas le droit de les licencier, et fort heureusement d'ailleurs. Mais par contre, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, dont on n'a pas évoqué la situation. Vous avez des sommes de compétences dans chacune des collectivités. Dans vos 3 collectivités, vous avez des sommes de compétences qui sont différentes les unes des autres. Mais quand vous les unissez, vous n'avez pas l'impression qu'on est beaucoup plus fort. Quand vous avez quelqu'un qui est très fort en urbanisme, dans une des 3 communes, demain, ça devient la patronne ou le patron de l'urbanisme. Et bien, je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui vont évoluer et avancer. Et dans la commune d'à côté, vous aviez un directeur des services techniques qui est exceptionnel, qui fait un travail magnifique, qui sait manager du personnel, des techniciens de voirie, des techniciens sur les ordures ménagères, même si la compétence souvent est intercommunale. Et tout ça, quand vous les mettez, quand vous les agrégez dans une seule commune, je peux vous dire que vous formez des choses qui sont incroyables, et ça marche. Nous, on en est l'exemple. Ça ne marche pas tout de suite, ça marche au bout de 2, 3 ans, 4 ans, mais je peux vous certifier que vous avez une puissance de feu que vous n'avez jamais connue et que vous ne connaîtrez pas. Et en plus, ça a été évoqué par M. Chevalier, vous pouvez aussi, au sein de la collectivité, embaucher un DGS, un directeur général des services, qui soit issu des strates supérieures, qui a des connaissances supérieures et qui vous fait gagner beaucoup d'argent parce qu'il sait où il faut taper au niveau national pour obtenir des subventions, pour obtenir des droits, pour changer des modes on va dire, sur le PLU par rapport au schéma de cohérence territoriale. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix parce que ça se paye, on paye des personnes qui ont plus de compétences, mais derrière, c'est la collectivité qui en bénéficie, tout simplement. Monsieur le Président. Oui, juste un mot pour compléter. Effectivement, la question de la compétence administrative et juridique aussi, bien sûr, ça me paraît totalement évident. Alors, sur la fiscalité, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, les 3 communes de la vallée sont assez voisines. Si j'étais méchant, je dirais que c'est un bon argument pour ne pas fusionner avec Briançon. Je pense qu'il y a Briançon et ça, des positions qui sont pratiques. Sur les bénéfices de la mise en commun, il y a quelque chose qui n'a pas été immédiatement, si ça se faisait dans 3 communes, c'est la mise en commun des matériels d'aménagement. Ça c'est clair. Les 3 communes sont surdimensionnées, ne servent absolument pas aujourd'hui, et ça a rapidement entraîné une accélération du déménagement. C'est une des choses qu'on a. Mais il n'y a pas de crainte à avoir pour le personnel. Quand on discute avec les élus, ils disent tous qu'ils n'ont pas assez de monde pour faire ce qu'il faudrait faire. Il y a peut-être une date pour le faire. Je vous propose peut-être de finir avec 1 ou 2 questions et après de lister sur le tableau éventuellement les avantages et les inconvénients
fondamentaux du rapprochement de fusion de communes. 2 personnes là au milieu. Juste en termes de méthodologie, pardonnez-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord qu'on ait des arguments pour la fusion des communes qui puissent être entendables par les habitants et les électeurs? Non pas les habitants, je ne recherche pas forcément des meilleures remontées mécaniques, pardonnez-moi, monsieur le maire. Ils cherchent des choses concrètes. Ce que je viens d'entendre sur la possibilité de faire des logements sociaux ou des logements accessibles, c'est un problème dans les 3 communes. Alors oui, ça c'est un vrai argument. On le mettra dans le tableau tout à l'heure. Le fait d'avoir plus d'engins d'aménagement, oui, ça c'est un vrai argument. Ce sont les choses que j'ai entendues pendant la campagne électorale. Ça, ce sont les arguments que les gens entendent. Mais tout ce que les résidents secondaires peuvent dire en termes d'arguments, excusez-moi, ça leur passe un petit peu au-dessus ou à côté. Maintenant, en termes de fiscalité, pardonnez-moi, les fiscalités sont similaires, sauf pour l'eau. Vous l'avez dit, monsieur le maire, à Saint-Chaffrey et dans les 2 autres communes, c'est pas du tout la même chose. Et il y a aussi une chose dont on n'a pas évoqué. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée aussi, c'est par exemple, nous, 2 des 4 communes qui ont fusionné ensemble n'avaient pas de service d'élus d'astreinte, avec des techniciens à l'eau, à l'assainissement et à la voirie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 24 heures sur 24, 365 jours par an, on répond à toutes les demandes. Et ça, c'est un service pour la population. Parce que la population permanente, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'on aille boucher le trou devant chez elle, qu'elle attend qu'on répare la canalisation qui fuit en pleine nuit, parce qu'elle n'a plus d'électricité, il y a eu un problème, qu'on trouve une solution pour rejoncter le transformateur qui est à côté de vous. Elle attend ça, elle veut mieux vivre sur son territoire, la population. Et ça fait partie des choses qu'on a mis en place. J'ai une proposition pour Louisiane ouverte. Une commune fusionnée pourra enfin faire pression sur la Poste pour avoir une poste permanente et non pas avoir le service complètement décousu. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, on a le mauvais exemple. À La Plagne, on a perdu notre point. Maintenant, on est agence postale. Très mauvais exemple. En face, vous avez quand même le pot de fer. Hein. C'est l'État. Hein. Madame il n'y a pas de Joël Finage, je suis résidente. On ne vous entend pas du tout et présentez-vous également. Joël Finage, je suis présidente permanente à Monitier. Je sais bien qu'il n'y a pas de date idéale, mais mercredi 11 août, pour faire venir des jeunes actifs, je crois que ce n'était pas la bonne solution. Et du coup, moi je me suis vraiment botté les fesses pour venir, vous travaillez tous les jours. Bon, ça c'était au président de Louisiane ouverte de répondre, il est durement attaqué dans l'organisation de sa réunion. Oui et non, enfin je partage totalement le point de vue de c'est évident que les jeunes, excusez-moi, ils travaillent. Ou si ils ont travaillé la journée, ils ont peut-être autre chose à faire que de venir malheureusement nous écouter. Cela dit, justement, puisqu'ils travaillent, ils sont souvent beaucoup plus sensibles aux questions de l'avenir de la station, du développement harmonieux de la station que les gens vont regarder. Je répète là un peu ce que j'entends chez les jeunes. C'est dommage qu'ils ne soient pas là, mais pour l'instant, probablement, je pense que les jeunes, en tout cas les jeunes qui travaillent dans la vallée, sont largement favorables à la fusion des communes. D'ailleurs, c'est ce qui expliquait tout à l'heure le président des socio-professionnels. On va peut-être passer en quelques minutes là pour marquer, peut-être que monsieur Ancy peut être le scribe et marquer sur le tableau. Moi je veux bien le faire si vous voulez, mais... peut-être, voilà, faisons 2 colonnes et marquons de façon à la fois passionnante et dépassionnée ce qui vous semble être à tous dans la salle et peut-être aussi de pupitre les avantages et les inconvénients en quelques mots d'une fusion entre les communes. Alors qui veut commencer, qui veut ouvrir le bal? Alors allez-y monsieur. Oui. Moi, l'une des principales, depuis que j'étudie ce problème avec Louisiane ouverte depuis 3 ans maintenant, le premier argument qui ne s'est pas détérioré depuis est celui de l'identité.
nous avons la chance inouïe d'avoir un nom qui a déjà, en termes de communication, quelque chose de fabuleux, et le donner à une commune, ça me paraît être un avantage tout à fait considérable. Vous voulez dire que le nom Serge Chevalier fait consensus pour tout le monde et à tout le monde? Alors, marquons-le, c'est un argument d'identité de la commune. Autre argument, en faveur ou en défaveur d'ailleurs? Voilà. Alors, est-ce que la perte d'identité ne viendrait pas en regard de l'identité? Personne... Monsieur là-bas? Perte d'identité? Bon. Donc perte d'identité de chacun des 3 villages fusionnés dans une ville plus grande. Monsieur, vous aviez levé la main? Le poids par rapport aux autres collectivités ou intervenants. Donc ça c'est plutôt un avantage. Ce serait plutôt un avantage, absolument. Le poids par rapport... Donc on rééquilibrer le poids au sein de la CCB par exemple. D'accord. À la commune de Briançonnet. Au département, par rapport à la Compagnie des Alpes, etc., à la SNCF. C'est noté. Donc un poids supérieur. Madame, au bout. Vous l'avez dit, mais on va l'écrire, c'est la mutualisation des moyens techniques et financiers. La mutualisation de certains moyens. Je crois qu'il y a un CIVOM déjà qui est compétent, mais peut-être pas pour tout. Pardon? SIVM, pardon, oui. Ouais. Autre argument en faveur, en défaveur? Un argument que je veux mettre en avant, on a créé une régie de transport, donc elle est interne à la collectivité, la nouvelle collectivité. On a pris que des bus dernière génération Euro 6 qui consomment 2 fois moins, qui s'arrêtent quand ils sont, le thermique s'arrête, donc il n'y a pas de problème, et vous ne polluez plus ou beaucoup moins. Et qu'on ne me dise pas que les bus électriques, c'est l'avenir, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est tout sauf la bonne idée. Monsieur, l'argument positif, c'est éviter les doublons. Éviter les doublons, oui. Par exemple, le biotope. Oui. Et alors, un argument en faveur ou en défaveur, l'éloignement du maire, s'il devait y avoir un seul maire pour l'ensemble de la commune, est-ce que c'est quelque chose qui vous gênerait? Ou est-ce que le fait qu'il y ait des maires délégués, des mairies déléguées, quelque chose qui finalement est un inconvénient qui n'en est pas? Pardon? Oui, il pourrait y avoir des maires délégués, mais est-ce que, on dit toujours que le maire est à portée d'engueulade de ses administrés, est-ce que le fait, voilà, on reconnaît, est-ce que le fait que le maire soit plus loin, et qu'il soit donc à une portée plus lointaine d'engueulade, c'est quelque chose qui pourrait être un inconvénient, ou pas, ou peu? Apparemment pas. 8 km maximum, donc ça n'est pas un inconvénient. Monsieur et madame ensuite. Des installations comme les piscines de plein air, là, les 2 piscines de plein air qui sont à 2. Donc celles qui sont à Villeneuve et à Champmerle, enfin à Saint-Germain. Également, des écoles qui sont dans les communes. Et les écoles. Alors, monsieur le maire, peut-être là. Comment ça se passe quand il y a des installations en doublon? Alors, en ce qui concerne les écoles, nous, on est en train de regarder, parce qu'on va faire une fusion d'écoles dans une même commune historique. Mais les élus historiques n'osaient pas le faire. Et en finalité, nous, on avait peur que ce soit vraiment une opposition de la part des parents, une opposition de la part des enseignants, et on vient de se rendre compte qu'ils étaient tous pour, mais que c'est les élus historiques qui n'osaient pas. Donc, vous voyez, en fait, on a des idées reçues, préconçues, et quand on creuse les choses, on se rend compte que ce n'est pas un problème. Et comme là, l'avantage que vous avez, vous êtes, ça a été dit, à 8 km les uns des autres, ça ne pose pas de problème. Il n'y a aucun problème en finalité. Et vous pouvez avoir, si c'est le souhait et la volonté des élus, des écoles primaires, maternelles dans un coin, des écoles de niveau intermédiaire et ainsi de suite. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et ça permet surtout une chose, ça a été dit tout à l'heure en tout début de séance, ça permet aux enfants de se connaître, de s'apprécier avant le collège. Madame, toujours dans ce tableau, pour et des contre. Par rapport à la proximité du maire pour pouvoir l'engueuler ou le féliciter, quand même. C'est assez rare, je crois, oui. Il le déplore d'ailleurs. Par rapport au groupe scolaire aussi, de toute façon, ça commence à se faire, hein, même sans regroupement de communes. Il y a déjà les primaires dans une commune, les maternelles dans la commune voisine, ça se fait dans beaucoup d'autres vallées.
Ce que je veux dire, c'est que tout ça peut être compensé efficacement par un maillage de transport efficace et à portée de tous. Donc finalement, la commune, elle devient une unité si on a une vraie réflexion sur les transports. Pas qu'en période de vacances. Monsieur à gauche. Apparemment, la question scolaire dans la vallée est un peu différente. Les trois communes sont déjà sont à peu près équivalentes. Elles ont déjà des groupes scolaires qui sont pertinents. Et donc, a priori, et à court terme, il n'y aurait pas de raison de regrouper deux d'entre eux, d'autant que les distances, ils sont déjà regroupés à raison d'un par commune, et il y a des distances suffisantes pour que ça soit justifié. Et petit avantage aussi que je ne vous ai pas évoqué, vous ne perdez pas votre carte scolaire quand vous faites une fusion de communes. Bon, ce n'est pas votre cas, mais nous, on a une commune, celle que j'ai évoquée, de 180 habitants, qui était beaucoup plus petite. Il y avait une possibilité de continuer à avoir cette école ouverte avec 9 enfants. On en a un tout petit peu plus. On ne l'a pas perdu. C'est-à-dire que l'école en question n'a pas fermé parce qu'on a fait une fusion de communes avec plus d'écoles et avec plus d'habitants. On a 7 écoles au total, mais la plus petite, c'est celle-ci, elle est restée ouverte. Un élément qui m'apparaît tout à fait positif, c'est la cohérence dans la décision des équipements collectifs. Je ne voudrais citer que 2 cas qui, semble-t-il, agitent un petit peu la vallée en ce moment. Premièrement, le problème des caravanes, avec le fameux col du Lotaré. Pourquoi voulez-vous que le problème du stationnement des caravanes au col du Lotaré soit du ressort de la commune du Monetier? Le col du Lotaré, il appartient à la vallée de la Guisane. C'est un accident de parcours administratif, le fait qu'il appartienne au Monetier. Et s'il doit y avoir des opinions émises sur ce sujet, moi je demande à ce qu'elles soient émises dans les 3 communes, et pas simplement au Monetier. Deuxième exemple, on m'a parlé, semble-t-il, d'un équipement de salle de sport possible. Ça c'est dramatique si c'était Chantemerle, par exemple, Saint-Chaffré, qui crée une salle de sport comme ça, sans le décider de façon cohérente, parce que si des études montraient qu'il est beaucoup plus cohérent de le mettre à Villeneuve, il faudrait mieux le faire à Villeneuve. Madame, peut-être pour finir. La remarque sur les points négatifs. Votre micro a dû être éteint. Bon. Voilà, je m'entends. Donc, je ne suis pas résidente. Je voulais faire la remarque suivante, c'est que vous parlez de 3 communes qui sont à peu près identiques, etc. Moi, je remarque une chose, c'est que la morphologie, la typologie des sites sont complètement différents. Vous avez Chantemerle qui est très encaissé, Villeneuve très large et Monetier à nouveau encaissé. Parce que le fait après de baliser en une seule commune, ça ne va pas valoriser certains sites parce qu'ils sont plus facilement exploitables que d'autres. Auquel cas, après, vous risquez d'avoir des commerçants ou des gens qui ne sont pas contents de l'évolution d'un secteur par rapport à un autre. Messieurs de Guisane Ouverte, peut-être à vous de répondre, parce que... Oui, enfin, quand on parle d'équivalence, l'équivalence en population et en budget, on parle d'équivalence. Effectivement, géographiquement, sur le terrain, c'est très différent, et particulièrement au fond de vallée. Au fond de vallée, la commune de la Salle, elle fait 3200 mètres de long dans la commune, alors que Monetier fait, je sais pas, une vingtaine de kilomètres, et Saint-Chaffré est entre les deux. C'est, en fait, le découpage en communes, je me suis de rentrer dans ce détail, il est extrêmement compliqué. La commune de la Salle va empiète sur le versant des vaches, avec d'ailleurs des problèmes de réglementation que ça pose. Le découpage des communes est très compliqué. Bon, c'est pas là-dessus, la fusion n'apportera pas grand-chose, peut-être un peu dans la gestion des alpages. Et puis, marginalement, le problème de la gestion de la route du Granon, parce que la route du Granon, c'est effectivement, heureusement, elle est encore départementale. Oui. Peut-être Madame et Monsieur après pour finir, et après vous conclurez, messieurs, cette soirée. Tant que je finis l'appli, Madame. après, je leur ai prévenu que
Un nouvel équipement qui serait décidé sur un site valoriserait ce site-là, alors qu'actuellement, chaque fois que chaque commune crée quelque chose, ça permet de faire vivre les commerces qui sont autour ou donner de l'activité aux gens qui sont autour. À partir de ce moment-là, par exemple, si vous faites quelque chose dont l'activité ne peut être faite que l'été, à partir de ce moment-là, vous allez avoir des déplacements de gens entre l'hiver et l'été. Il n'y aura plus d'uniformité d'utilisation des boilers comme on l'a actuellement. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, madame. Vous allez décider d'avoir un stade de foot. Vous n'allez pas faire 3 stades de foot. Vous allez décider de faire un centre aqualudique. Vous n'allez pas en faire 3. Vous avez décidé de faire une patinoire. Vous n'allez pas en faire 3. Sur une des communes historiques, il y aura le terrain de foot. Sur le deuxième, il y aura la patinoire. Et sur le troisième, il y aura le centre aqualudique dans une seule et unique commune. Vous ne pensez pas qu'il y a des économies là? Monsieur, pour finir. Oui, moi je de nouveau des arguments qui puissent intéresser les habitants. Pas, je répète, les estimants. Il y a d'abord la possibilité de réglementer l'accessibilité des moutons sur les deux versants de la vallée. Les moutons sont actuellement, vous l'avez remarqué, notamment sont en train d'épuiser les sols. Ce ne sont pas des moutons. Point. Ce sont des moutons qui viennent par camion de la plaine de Cros. Ce sont des gens qui déversent des centaines et des centaines de moutons qui ne sont pas maîtrisés, à des dates qui ne sont pas maîtrisées, et à des quantités qui ne sont pas contrôlées. 3 communes pourraient faire ce qu'on appelle une association foncière pastorale pour mettre en place un contrôle. Mon voisin explose. Je ne suis pas d'accord. Ah non, non, l'association foncière pastorale, si vous voulez prendre des balles de 12 dans le dos, allez-y. C'est le meilleur moyen, parce que l'association foncière pastorale est prise par la population comme une perte de son pouvoir sur son territoire. C'est-à-dire que tous les terrains sont mis en commun par l'association foncière pastorale qui décide de faire une route, qui décide de faire une carrière. C'est ça l'AFP. Monsieur le maire. Non, mais je peux vous dire que ça, si vous voulez vous faire flinguer, il n'y a rien de pas mieux. Compris. Vous avez différents objets pour les actions foncières pastorales. Cette vallée a un problème de surexploitation par les moutons, je pense. Excusez-moi, je répète ce que j'entends dans la campagne, n'est-ce pas? Et vous avez un deuxième problème, c'est l'harmonisation des droits d'affouage dans les 3 communes. Ça, ce sont des vrais sujets. Ce sont des sujets qui peuvent se traiter dans le cadre des 3 communes fusionnées. J'essayais de vous trouver des arguments. Pour faire... Non, pas vous. De trouver des arguments pour Monsieur le Président, des arguments qui puissent être entendus par les habitants de cette vallée. C'est ça que j'essaie de dire. Justement, Monsieur le Président, peut-être vous pourrez pour conclure. Je réponds un tout petit peu sur la question du surpâturage. C'est une question qui a été évoquée, je l'ai redit plusieurs fois quand on a travaillé sur le SCOT. Alors là, par contre, je peux vous garantir que j'ai eu tous les élus sur le dos. Ils veulent absolument gagner 4 sous en louant les alpages. Bon, c'est tellement ridicule que je préfère pas en parler ici, parce que c'est une histoire de 1000 euros, donc quand on a un budget de 6 millions. Enfin, le surpâturage à Cristol est un vrai problème pour lequel les techniciens du parc de train tirent régulièrement le signal d'alarme auprès des élus. Pour l'instant, d'une manière totalement inefficace. Mais ils s'inquiètent beaucoup et ils ne sont pas seuls. Oui, non, mais ça c'est effectivement après des questions d'organisation, mais là c'est une question d'épuisement je crois que c'est... Voulez-vous conclure peut-être? J'avais juste une question, Monsieur le maire. On m'a dit souvent que la question de la chasse pouvait être un problème. Comment avez-vous harmonisé les territoires de chasse dans votre commune? Alors c'est très simple, on a harmonisé, on avait 4 ACCA et on a maintenant 4 ACCA. Voilà. On a harmonisé en ne touchant pas. Parce que comme je le disais précédemment, faut pas déconner, ils sont tous armés. J'allais dire qu'on pouvait conclure là-dessus, mais ça...
Peut-être, Monsieur Chevalier, voulez-vous faire un petit discours conclusif sur cette soirée et résumer tout ce qui a été dit? Oui, alors, vécu de la tribune, cette discussion a été passionnante. Parce qu'on a eu des arguments très négatifs, on a eu des arguments moyens, des arguments très positifs, on a vu une évolution, je trouve aussi un petit peu, des arguments évoqués. Alors, on est convaincu que pour faire avancer ce projet, il faut donner confiance aux élus. Donner confiance aux élus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le restituer par les populations, par les électeurs, je dirais, deviennent plus intéressées, plus positives. C'est un véritable travail de persuasion. Et je vous remercie beaucoup, monsieur, que je ne connais pas, d'avoir dégagé quelques arguments susceptibles d'attirer effectivement vers l'hypothèse d'une fusion des électeurs auxquels nous n'aurions sans doute pas pensé. Et alors, la grande difficulté, c'est un petit peu ce qui a été signalé par les collègues du Guisel Auvert, c'est que vous êtes un public qui n'est pas homogène. Il y a effectivement les familles qui sont présentes ici depuis des siècles, donc je fais partie. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui est natif de Villard-Varenne. Mais bon, c'est un peu oublié. Et puis nous avons les gens qui ont acquis, il y a 50 ans, 20 ans, 10 ans, des résidences secondaires, plus ou moins critiquées, mais qui aujourd'hui sont devenus extrêmement attachés à ce territoire et qui veulent le voir réussir, surmonter les difficultés, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient humaines. Donc je voulais tous vous remercier très chaleureusement.